Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. Suivez tous les samedis entre 7h et 9h PM Opinion avec Obenson Joseph, Emmanuel Paul, Enoch Arisma, Corventon Jean, Marc-André Jean et Darbouz Figaro. Opinion, là où la parole libre est au rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue au journal Le Zoom IT News. Voici les titres campos ce vendredi 23 avril 2021. Enlevé mardi soir ramantissant, les deux employés de la Cour supérieure des comptes Normalis Paul et Mimose Benoît ont été libérés hier soir contre rançon. L'Église catholique a poursuivi ce vendredi ses mouvements de protestation en vue de forcer les ravisseurs à relâcher les otages. Sur les 10 personnes enlevées le 11 avril dernier, 4 ont été libérés, dont 3 hier jeudi. Hier, jeudi 22 avril, ramenait le 27e anniversaire du massacre de Raboto. L'occasion pour des proches et parents des victimes de dénoncer l'absence de volonté de la part du régime en place de rendre justice aux disparus. Une quinzaine de personnes avaient péri dans ce massacre. L'économiste Enomi Germain appelle le gouverneur de la BRH, Jean-Baden Dubois, à commanditer des études approfondies afin de déterminer si l'émission de billets de 5000 gourdes ne va pas avoir des effets pervers sur l'économie. Présentation officielle ce vendredi par le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation de son plan d'action annuel 2021-2022. Louis-Fritz Dormainville a fait état notamment de dispositions visant à améliorer la gouvernance et la qualité de l'éducation. Bienvenue chers amis au développement du journal. Enlevé mardi soir ramantissant, Normalis Paul et Mimose Benoît, deux employés de la Cour supérieure des comptes ont été libérés hier soir contre rançon, informe la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans une note. Le conseil de la CSCCA en profite pour rappeler les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires en vue d'instaurer un climat sécuritaire dans le pays. L'Église catholique a poursuivi ce vendredi ses mouvements de protestation en vue de forcer les ravisseurs à relâcher les otages. Des messes ont été célébrées alors que toutes les institutions catholiques ont fermé leurs portes pour le 3e jour consécutif. Concernant les otages qui sont au nombre de 6 actuellement, 3 d'entre eux ayant été libérés hier. Germine Joly, alias Yon-Yon, l'un des chefs de gang des 400 Maozo n'aurait pas été libéré, confirment plusieurs sources judiciaires et policières, démentant ainsi les rumeurs circulant en ce sens. L'une d'entre elles précise que le caïd a été extrait de sa cellule en début de semaine par la DCPJ pour être entendu, mais a été reconduit en prison. Les membres du gang des 400 Maozo auraient conditionné la libération des religieux à la relaxation de ce redoutable chef de gang. Les précisions avec Diego Charles. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile. Nous parlons de la libération de l'un des chefs du gang des 400 Marozo, Germine Joly alias Yon-Yon, en échange de la remise en liberté des 9 religieux et laïcs engagés, enlevés le 11 avril dernier à Ganti par les membres de ce puissant gang. En effet, le caïd est toujours écroué au pénitencier national selon plusieurs sources judiciaires et policières. Cependant, l'une d'entre elles confirme que ce criminel a été extrait de sa cellule en début de semaine par des agents de la direction centrale de la police judiciaire en vue d'être auditionné dans le cadre du dossier des religieux. Il a été par la suite reconduit au pénitencier national. Ces rumeurs ont coïncidé avec la démission du juge et juge d'instruction Jean-Joubert Michel qui avait travaillé sur le dossier de Yon-Yon. Pourtant, cette démission n'est aucunement liée à cette affaire, ont confié plusieurs sources judiciaires à la rédaction de Zoom IT News. Le magistrat qui réside aux États-Unis depuis plusieurs années suite à une attaque armée contre sa famille à Delma a évoqué dans sa lettre datée du 21 avril des raisons de convenance personnelle.
Son mandat, qui avait expiré depuis plus de 5 ans, n'a été renouvelé que récemment. Le magistrat Michel avait hérité du dossier de Yon transféré au tribunal correctionnel. Les faits reprochés à ce dernier étaient tellement graves que le magistrat avait requalifié les infractions et acheminé le dossier au cabinet d'instruction. En 2018, ce dangereux criminel allait écoper la perpétuité après être reconnu coupable d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, viol, vol à main armée, assassinat, détention illégale d'armes à feu et d'association de malfaiteurs au préjudice d'une vingtaine de personnes. Le juge de siège avait prononcé ce jugement le 23 mai 2018 à l'occasion des assises criminelles sans assistance de jury au palais de justice de la Croix-des-Bouquets. 8 autres individus ont été également condamnés aux travaux forcés à perpétuité dans le cadre de cette affaire. Il s'agit entre autres d'Evans Alcin ou Peterson Zephyr alias personnage ou agricole, Fito Charles, Rodrigo René Digofal ou Wilney, Mackinson Doristan alias Bostillou et James Jean-Pierre. Ils ont tous été interdits de faire des transactions bancaires. Le tribunal criminel avait ordonné également la confiscation de leurs biens par l'État pour pouvoir servir de dédommagement aux victimes. Le dangereux criminel Germaine Joly alias Yon, qui était incarcéré à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a été transféré au pénitencier national au lendemain de l'évasion spectaculaire des détenus à la Croix-des-Bouquets le 25 février dernier, selon l'une de nos sources. Plus de 400 détenus se sont fait la belle lors de ces événements troublants au cours desquels 32 personnes, dont 31 détenus, ont perdu la vie. 28 d'entre eux ont été tués le 25 février et les 4 autres le lendemain, 3 d'entre elles ayant succombé à leurs blessures à l'hôpital général, selon un rapport du RNDDH précisant que jusqu'au début du mois d'avril, 346 détenus étaient en cavale. L'une des sources dit ignorer si les autres condamnés dans l'affaire impliquant Yon figurent parmi ces fugitifs. Diego Charles, Zoma News à Port-au-Prince. Des militants proches du pouvoir ont réalisé ce vendredi un sit-in devant le bureau central du Fonds d'assistance économique et sociale à Delma 75. Ces derniers réclament la tête du directeur de l'institution, Charles-Ernest Chatelier. Il est accusé de détourner des stocks de nourriture et des fonds alloués par le gouvernement de Taïwan pour le fonctionnement des restaurants communautaires dans les quartiers populaires. Suivez ce reportage signé Emmanuel Mirena. Devant l'entrée principale du bureau du Fonds d'assistance économique et sociale sont entreposées au sol de chaudières vides en signe de l'absence d'approvisionnement dans les restaurants communautaires. Sadra Kizara, Kakal Ernst Chatelier doivent partir. Telle est la principale revendication de ce groupe militant, à la fois responsable de restaurants communautaires dans divers quartiers populaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils accusent ces derniers de détourner des stocks de nourriture de fonds offerts par la République Chine-Taïwan, Bélange Lifet. 4,5 millions de dollars américains, Taïwan débat là, il ne peut pas passer comme ça parce qu'elle débat non restaurant communautaire. Revendication par l'autre bagaille. Il faut que Chatelier aille parce qu'elle détourne tout moyen qui est à la disposition pour restaurer au marché. 18 mois sans être rémunérés, des contrats d'approvisionnement non respectés pour David Vilsius, responsable de restaurant communautaire à Delma 60, c'est le comble. Je t'ai fait signer 3 mois. Ça veut dire que c'est chaque 3 mois renouvelable. Là, yo ba nous 1 mois, yo fait 2 mois, yo ba nous, yo tout prendre. Yo kon di me manger à nan faes, c'est problème l'huile qui gagne. Les bou yo ba manger a, manger fini. Les dirigeants du FAES indexés dans ce dossier de détournement ne sont pas les seuls à être pointés du doigt selon les militants qui estiment avoir lutté pour propulser au pouvoir le président Jovenel Moïse, tenant aussi pour responsable la première dame de la République, Martina Moïse, qui serait impliquée dans ce dossier. Là, nous parlons avec M. Sadrak, il dit nous, c'est pas lui, parce que lui-même, lui son petit chef. Manger à qu'on en bas, c'est madame président qui va l'ordre pour encaisser le pour lui, pour faire activité pâle. Nous dit Martine Moïse, ou son premier dame, mon pas président pays, ou seulement madame président, on citoyen. Et c'est nous qui, Goumen, qui fait 2022, qui fait Marie ou Kala. Ce mouvement de protestation annoncé depuis tantôt une semaine se poursuivra, précise David Vilsius. Nous te dit, nous te averti que nous avons là jeudi, vendredi, et lundi, nous avons mon calvaire devant l'ambassade Taïwan pour nous dire, manger, c'est bon cadeau qu'on fait nous. Mais son droit que nous avons. Et c'est le moyen
que peuple défavorisé a te gagné pour te bénéficier dans ça qui dit gouvernement. Entre-temps, ces militants invitent le chef de l'État à prendre toutes les dispositions dans le plus bref délai pour faciliter la reprise des activités au niveau de tous les restaurants communautaires. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom IT News. Dossier éducation, la Direction départementale d'éducation de l'Ouest, DDEO, a présenté officiellement ce vendredi son plan annuel d'action 2021-2022. Par ce plan, la DDEO entend œuvrer afin d'améliorer la gouvernance et la qualité de l'éducation dans le département. Reportage Pierre Philor-Saint-Fleur et Rodney Mable. Ce plan annuel est le résultat de plus de 2 ans de formation des cadres de la DDEO afin d'assurer la gouvernance et la qualité de l'éducation dans le département de l'Ouest, selon le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, Louis-Fritz Dormainville. Le professeur Dormainville informe que le plan annuel d'action 2021-2022 a été élaboré conformément au plan prévu dans le plan décennal d'éducation et de formation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le plan a présenté aujourd'hui, depuis 2 ans, des séances de formation avec des cadres dans toutes les directions départementales, au nombre de 10. L'Ouest c'est là dans tout, nous voyons des cadres, directeurs départementaux, avec 4 ministères là. Question, c'était financé par IEP pour que nous arrivions à monter un plan d'activité annuel. Donc, effectivement, toute la direction départementale a présenté le plan déjà dans le département. C'était l'Ouest qui devait faire ça. Aujourd'hui, pour d'abord faire un diagnostic du département, quels sont les points forts et les points faibles, et ensuite arriver à construire ou bien monter un plan d'activité annuel. Donc c'est peut-être ça nous là. Le plan PANOA est tiré du plan d'éducation et de formation 2020-2030. À en croire le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation, ce plan est axé notamment sur la gouvernance et la qualité de l'éducation dans le département de l'Ouest. Il s'agit aussi d'uniformiser l'éducation dans le département, question, dit-il, de combattre ce qu'il appelle une éducation à plusieurs vitesses qui se donne dans le pays. Qui a des éléments qui axés sur la gouvernance, accès à la qualité et tout ça, mais nous-mêmes, dans le département, nous sortis en d'un plan que nous considérons comme ensemble et nous tirer des éléments en d'un plan pour nous pendant une année qui gens nous agi sur une série d'activités ou bien une série d'éléments que nous trouvons en d'un plan d'éducation et de formation, tel que comment nous intervenir sur la gouvernance du système. Jean l'école a fonctionné là-haut, que ce soit les écoles publiques et non publiques en particulier, comment une direction départementale a intervenu au niveau d'accréditation de ces écoles. OK? Et aspect qualité, si nous prenons ça par exemple, pour l'élément, l'emploi présenté, comment nous améliorer la qualité? Parce que nous avons dit l'embouche tout le temps. Mais pour améliorer la qualité, il doit passer par professeur, il faut gagner une formation. Comment dans le département nous avons organisé des formations pour les professeurs? Et il faut passer dans l'école, comment l'apprentissage a fait tout, en termes de matériel didactique, qui ça gagne, en termes d'environnement scolaire, là, comment lié, du point de vue sanitaire, comment ça y est. Donc c'est tout ensemble ça, nous mettons là en plan pour pendant une année qui ça nous a fait. Exactement. C'est éducation à plusieurs vitesses. Ça c'est parce que quelque part, il y a un travail qui n'est pas fait. Et si on parle de gouvernance système, nous ne pas qu'à supposer qu'on l'école à plusieurs vitesses. Et ça fait nos besoins pour gouvernance là en main au niveau de notre département pour que qu'on scelle l'école. À côté de la gouvernance et de la qualité, le plan annuel 2021-2022 est axé spécifiquement sur l'accréditation des écoles, la formation des maîtres, la sanitation et l'environnement scolaire. Pour y parvenir, la direction départementale de l'Ouest dit compter sur le support des partenaires techniques et financiers du ministère et les ressources disponibles au niveau du budget alloué à l'éducation. On a mobilisé toutes les ressources que nous avons gagnées. Il y a des ressources, tous les partenaires ministères, par exemple UNESCO, pour mettre nous. Donc, qui fait nous avancer, nous dit nous allons avancer avec eux. Et puis, avec ça, nous gagnons le niveau de l'État pour que nous-mêmes, c'est un bel bagage, nous mettons plan ça en application. Et puis, qui tape tout bail
on marche à suivre, quel que soit le directeur qui vient, quel que soit dans le temps, au moins direction départementale, tu travaille bien. En termes de retombées, Louis Fritz d'Ormainville dit espérer que ce plan va contribuer à l'amélioration de la performance des écoliers, l'amélioration des résultats scolaires, renforcer la sécurité sanitaire, redynamiser les programmes scolaires au bénéfice des écoliers du pays. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Rodney Aimable à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Le directeur départemental d'éducation de l'Ouest, le professeur Louis Fritz d'Ormainville, lance un appel à la conscience des professeurs afin que les écoliers ne soient plus victimes. Les manifestations des élèves résultant d'un problème de sécurité existant dans les parages des lycées Alexandre Pétion situés à Bel-Air et Daniel Fignolet à Delmassis. Certains enseignants ont utilisé cette situation pour initier une grève injustifiée au niveau des écoles publiques de la région métropolitaine, déplore M. d'Ormainville. Le directeur départemental d'éducation de l'Ouest regrette que la majorité de ces enseignants continuent de percevoir leur salaire alors qu'ils utilisent le prétexte du non-octroi de la carte de débit pour ne pas honorer leur engagement et responsabilité envers les élèves des écoles publiques. Louis Fritz d'Ormainville appelle à une trêve pour faciliter la reprise des cours dans les lycées et écoles nationales de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Suivez ces déclarations. En fait, au niveau des directions départementales d'éducation de l'Ouest, pendant ces 4 dernières années, effectivement, il y a un pile problème de professeurs pas nommés, ça ne pas touché. Jusqu'à présent, nous avons 2-3 graines qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas touchés. Mais en pile, les gens qui ont souffert de ça, le ministre fait un pile effort, en pile touché. Maintenant, ça nous est qui dans le lycée, si sorti, c'est on va exploiter des problèmes d'insécurité qui gagnent dans la zone lycée Pétion et dans le lycée Daniel Fignolet. D'ailleurs, je suis avec eux pour nous voir comment, moi-même en tant que directeur départemental, qui ça me cabaye comme contribution PAM, puisqu'on connaît du point de vue de sécurité, me limiter moi-même. Mais maintenant, en pile l'autre monde profiter de l'occasion ça pour lancer une grève. Et grève là, ouais, sous temps de grève là, abdou payer professeur, mais pas qu'à dou payer qui ça. Mais c'est l'autre de quelques monde commence à parler, dou bas professeur 4 débits. On nous d'accord avec 4 débits, il pas fait partie des salaires. 4 débits sont un privilège que vous dans l'autre ministère et que le ministère de l'Éducation nationale lance cette année. Le ministre fait toute réquisition à la finance. Moi, je ne vais pas parler d'indexer ministère de l'économie et finance tout, puisque le ministère a dit qu'il n'y a pas qu'on gagne l'argent en termes de provision pour les 4 là. Il faut me dire ça, ce n'est pas dans toute l'école, dans tout lycée. Les lycées travaillent normalement. C'est un dérapage qui vient gagner quelques élèves qui sortent le lundi, et puis passer la l'autre école. L'autre lycée, et puis il y a l'autre lycée de travail, par exemple, lycée Jean-Jacques travail, ils rentrent sur le lycée Jean-Jacques, ils cassent les barrières, ils rentrent, surveillant général, ils montent sur l'île pour être cassés. Ils passent dans le lycée Major, mais c'est des lycées de travail, lycée Toussaint de travail, lycée Fritz Pierre lui de travail. Donc maintenant, nous faisons une rencontre avec le directeur lycée dans l'Ouest, pas toutes, mais dans des zones métropolitaines, et nous demandons pour faire un professeur, nous demandons trêve en même temps qu'il y a demandé 4 là, mais en même temps, pas la guetti moun yo. Effectivement, et ça commence à porter résultat, puisque nous avons senti qu'il y a moins de petits moun dans la rue, parce que il y a des petits moun qui parlent dans le lycée, ils ont tout été champ de masse là, parce qu'il y a tant d'activités. Donc nous demandons professeur et direction de l'école, il faut mettre des cahiers de présence à jour, pour voir qui est élève qui vient, qui est élève qui n'est pas venu. Et maintenant, parler à professeur, ou même pas parler de débat et sanctions, ou même parler de conscientisation pour que le professeur fait appel à conscience en tant que tel pour aider tout le monde. Célébration ce vendredi 23 avril de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. En cette occasion, la Bibliothèque nationale a organisé une conférence débat avec comme participants le professeur d'université Patrice Desrenoncourt et le DG de la bibliothèque d'Angelo Néard. Ils ont respectivement développé les thèmes le respect du droit d'auteur au cœur de l'expansion des réseaux sociaux et bibliothérapie, comment les livres en prennent soin de nous. Suivez ce compte rendu de Marie-Samuel Charles. Pour marquer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la Bibliothèque nationale d'Haïti a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème « Lecture, droit d'auteur et réseaux sociaux ».
Il s'agissait pour les responsables de la BNL de conscientiser les participants sur la nécessité de respecter les droits d'auteur dont les œuvres sont exploitées sur les réseaux sociaux, a souligné le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, D'Angelo Néard. Depuis on a parlé de livres, on a parlé de production de pensée, on a parlé tout de produits économiques. Et un écrivain, il gagne un droit économique, des droits d'auteur sur le livre. Mais avec expansion des réseaux sociaux, en pile monde malheureusement spolié droit en auteur gagne sous production. C'est en ce sens que Maître Patrice de Renoncourt fait une communication pour responsabiliser un ensemble de jeunes qui viennent assister à la conférence là sur nécessité qui gagne pour respecter droit auteur, les exploiter les œuvres, tout simplement pour auteur qui continuer à produire les œuvres. Intervenant autour du thème « Le respect du droit d'auteur au cours de l'expansion des réseaux sociaux », le professeur d'université Patrice de Renoncourt, spécialiste haïtien en matière du droit d'auteur, a dit souhaiter que les jeunes soient conscientisés sur la question. Il a fait remarquer qu'avec le développement des nouvelles technologies de la communication, il est plus facile pour un jeune d'augmenter son savoir. Par rapport à génération parlant, c'est des gens heureux parce que génération pendant faut te passer toute journée dans bibliothèque pour te faire recherche et pour te capable d'augmenter science. Aujourd'hui, ils ont gagné une multitude de moyens d'augmenter leur science et rapidement. Donc, pas parler seulement de livres et que sur dur, on va parler de livres en matière de numérique aussi. Aujourd'hui, on recherche qui est en semaine, 2 semaines. Il n'est pas coûtant aux jeunes étudiants, aux jeunes chercheurs, une heure de temps et demi, là, il cliquer, il chercher, il rentre en phrase, et puis il a un paquet de possibilités, il trier, il joue une possibilité là, et puis il fait recherche que le besoin, il fait lecture que le besoin, alors que tant pas moins, et tout le va vous donner. Le directeur de la Bibliothèque nationale, D'Angelo Néard, a lui développé le thème « Bibliothérapie, comment les livres prennent soin de nous ». L'objectif était de faire comprendre aux jeunes que les livres ont cette capacité d'améliorer leur vie, et ceci, dit-il, à plusieurs niveaux. Moi-même, D'Angelo, moi, je faire une communication sur bibliothérapie. Bibliothérapie, c'est montrer aux jeunes qui là comment un livre capable de prendre soin de monde, non seulement intellectuellement, émotionnellement, non seulement économiquement, mais tout physiquement. C'est montrer de jeunes qui a impact un roman qui a gagné sur un monde qui est dépressif. C'est montrer de jeunes qui a impact un poème qui a gagné sur un monde qui souffre d'une névrose quelconque, ou bien sur un monde qui est désespéré dans la vie. C'est montrer comment un livre qui a transformé de manière concrète l'état de santé physique au monde. Pour ça, c'est en ça. On choisit d'explorer la question, c'est parce que malheureusement, en pile monde dans le pays vivent livre tant qu'on corvée, tant qu'on punition académique, tant qu'on sanction. Mon yo beaucoup vivre on livre pour s'allier vraiment, c'est-à-dire on source de bien-être, c'est-à-dire on objet qu'il a pour lui améliorer l'état de santé au monde. Voici dans quel sens la Bibliothèque nationale d'Haïti a voulu marquer la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. D'Angelo Néard invite les citoyens, les jeunes en particulier, à ne pas négliger la lecture et à choisir des ouvrages traitant de sujets se rapportant à leur centre d'intérêt. Il en a profité pour saluer le travail du Bureau haïtien du droit d'auteur et assure que le processus de numérisation des livres libres de droit d'auteur se poursuit à la BNH. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News. L'économiste Enomi Germain appelle le gouverneur de la BRH, Jean-Banen Dubroy, à commanditer des études approfondies afin de déterminer si l'émission de billets de 5 000 goudes ne va pas avoir des effets pervers sur l'économie.
M. Germain, qui dit n'avoir pratiquement pas d'objection concernant l'impression de billets de 2500 goudes, fait toutefois remarquer que l'émission de grosses coupures favorise des activités illégales dont le blanchiment des avoirs. L'économiste Enomi Germain. D'abord, qui t'aime donc que le pays fait grosse coupure, c'est-à-dire c'est gros billets dans deux situations. La première chose, c'est lorsque il y a une inflation galopante. Est-ce que nous-mêmes, nous, dans une situation d'inflation galopante aujourd'hui en Haïti? Oui, nous, dans une situation d'inflation galopante. Mais maintenant, deuxième condition, c'est lorsque l'économie n'a pas suspend de performer. Comme l'économie a performé, moun a fait plus d'activité, et bien, moun a besoin plus de billets, et en général, il a besoin les grosses coupures, c'est-à-dire les gros billets. Donc, si nous sommes dans une situation d'inflation, est-ce que aujourd'hui, nous, dans une situation côté que l'économie haïtienne n'a performé? Non, moi, je suis d'accord que nous pas dans une situation ça. Autrement dit, si conditions inflation réunies pour un gros billet, situation performance économique, il n'a pas prouvé ça en quelque sorte. Et maintenant en Haïti, Banque centrale là, chose dit là, il envisageait émettre des billets de 2500 et de 5000 gouttes sur l'économie. Maintenant, qui conséquence il a gagné? Première conséquence là dans la littérature là, c'est-à-dire lorsque vous regardez ça fait dans l'économie en général, puis faut hauteur donc premier ça compte bail, c'est il contribuer à l'inflation. Pourquoi? Parce que justement, gros billets fait que masse monétaire la vie beaucoup plus importante, et bien justement, les conduit non inflation. Mais, en août 2005, BRHT émet un billet de 1000 gouttes, est-ce que dans la période ça, nous avons inflation? Et est-ce que, vous souvenez, pression et billet ça, c'est inflation, ou non? Non, pour qui ça? Parce que si vous regardez 3 mois avant, billet 1000 gouttes dans imprimé, inflation moyenne pour 3 mois ça, c'était 1,72%. Alors que après, il vient 0,87%. Autrement dit, et pression au billet, notamment billet 2500 gouttes là, il possiblement pas de inflation et surtout, ça est extrêmement important, si vous regardez qui ça 2500 gouttes là représente aujourd'hui, c'est à peu près même valeur réelle 1000 gouttes là représentée. Donc pour 2500 gouttes là, moi pas penser que gros problème ni tout, il n'y a pas d'impact sur taux de change pratiquement si vous regardez éléments historiques. Mais maintenant, pour billet de 1000 gouttes, de 5000 gouttes là, moi très sceptique par rapport à des effets que le cap gagne dans l'économie. Ça veut dire que 2500 gouttes, soit regarder 1000 gouttes, ça a été représenté en 2005, et aujourd'hui, regardez 5000 gouttes, ou t'as qu'à dire que, il y a plus de conditions réunies pour que tu aies 2500 gouttes que, ou gagner 5000 gouttes. Et mais sous base ça, moi, t'as souhaité que, écoutez, BRH, qui commandité des études approfondies pour le garder pour le ouais, mais justement, est-ce que billet 5000 gouttes là, il pas gagné soulever des effets pervers, en général, sous économie. Mais maintenant, on a bon l'autre élément de conséquence. En général, gros billets ça yo, pas oublier non, on a parlé là de conséquences en termes des impacts négatifs. Gros billets ça yo qu'on favoriser plus activité illégale, plus blanchiment des avoirs, plus économie souterraine. Parce que c'est méga plus facilement capable de porter un paquet d'argent en billet de 5000 gouttes seulement que le porter en 1000 gouttes. C'est-à-dire que ça sont conséquences perverses qui cap gagner à impression gros billets, notamment 5000 gouttes là. Dans l'international, un homme a tué à coups de couteau une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet à 60 km de Paris avant d'être abattu ce vendredi. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Explication Pierre Philor Saint-Fleur. Les faits se sont produits vers 14h20 dans le sas du commissariat de Rambouillet. Un homme a asséné 2 coups de couteau à la gorge d'une fonctionnaire de police qui rentrait de sa pause déjeuner. Une source policière indique qu'il a crié Allah Akbar au moment de commettre son geste. Touché par les tirs d'un autre policier, l'assaillant est décédé sur place. Âgée de 49 ans, la victime est une agente administrative du secrétariat du commissariat de Rambouillet. Non armée, la policière, grièvement blessée à la carotide, est décédée malgré l'intervention des pompiers. Elle était mère de 2 enfants âgés de 13 et 18 ans. L'auteur de l'attaque est un ressortissant tunisien de 36 ans arrivé en France en 2009 en situation irrégulière et régularisé depuis. Il était inconnu des services de police et de renseignement, ont confirmé plusieurs sources policières à l'agence France Presse. Selon une source proche de l'enquête, il venait d'aménager à Rambouillet. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance des chefs d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. Le patron du parquet national antiterroriste, Jean-François Ricard, a justifié cette saisine par plusieurs raisons. Le déroulement même des faits, qui comprend des éléments de repérage, la modalité du crime, le profil de la victime et les propos tenus par l'assaillant au moment de l'attaque.
Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place. Dans un message publié sur Twitter, le chef du gouvernement a dénoncé un geste barbare d'une infinie lâcheté contre une héroïne du quotidien. À ses proches, je veux faire part du soutien de la nation tout entière, à nos forces de sécurité. Je veux dire que je partage leurs émotions et leur indignation. Nous ne céderons rien face au terrorisme islamiste, a promis le président Emmanuel Macron sur Twitter. Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtrières des Yvelines. La nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l'ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne cédons rien, a indiqué Emmanuel Macron. Il faut dire que ces dernières années ont été marquées par plusieurs attaques à l'arme blanche en France. Le 16 octobre 2020, le même département des Yvelines avait été marqué par l'attaque au couteau du professeur du collège Samuel Paty, assassiné et décapité par un jeune homme de 18 ans originaire de la République russe de Tchétchénie. Le 3 octobre 2019, dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris, un employé avait tué à coups de couteau 3 policiers et un agent administratif avant d'être abattu. L'assaillant récemment converti à l'islam était un informaticien rattaché à la direction du renseignement. Et maintenant, voici le résumé de l'actualité sportive de la journée avec Darboz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la page sportive du journal. Football local pour démarrer. Coup de projecteur sur la 3e journée du championnat national. Don Bosco Cavalli, Baltimore, Mirbalais, les affiches phares. Rendez-vous dimanche respectivement au parc Sainte-Thérèse de Pétionville et au parc Levelt de Saint-Marc pour assister à ces chocs. Le leader FICA tentera de confirmer face à l'América des Cailles au Land des Gabions dimanche. Le champion en titre Violette qui sort de match nul à Mirbalais évoluera à domicile au stade Silvio Cator face à l'US Rive Artibonicienne. La vice-championne en titre Ancaille FC attend tempête dimanche également sur un terrain restant à déterminer. À suivre également Real Hope, Cosmopolite de Delma, Racing Club Haïtien Triomphe, Wanamet FC Racing Football Club, AS Capoise America Football Club. Le Don Bosco et le Cavalli qui sont fixés sur leurs adversaires au premier tour de la CFU Championship. Le club pétionvillois hérite du groupe C en compagnie des Martiniquais de l'AS Samaritaine, des Guadeloupéens de l'AS Gosier et des Dominiquais de Souf-Est FC. Les pensionnaires de la cité d'Anacarona tombent eux dans le groupe D sur le RKSV Sharpen-Heuvel de Curaçao et de l'Olympique de Cayenne de la Guyane française. Les rencontres se dérouleront en République dominicaine du 15 au 25 mai prochain. Les premiers de chaque groupe seront qualifiés directement pour les demi-finales. Le champion serait qualifié pour la CONCACAF Champions League. Les 3 autres ayant atteint le dernier carré seront éligibles pour la CONCACAF League. Le Don Bosco et le Cavalli se préparent à fond pour ce tournoi régional. Ils restent respectivement sur un nul contre l'América et une victoire contre le Real Hope dans leur dernière sortie dans le championnat national. Dans la foulée de son retrait de la Super League, l'AC Milan a officialisé hier jeudi la prolongation du contrat de sa méga star suédoise Zlatan Ibrahimovic pour une saison. Le club lombard compte sur l'expérience de l'attaquant en vue de la prochaine saison avec le possible retour en Ligue des Champions. Zlatan et le Milan ont noué une excellente histoire d'amour. S'il a par le passé porté les couleurs des clubs rivaux, Juventus et Inter, Ibrahimovic tient le Milan en haute estime, une considération réciproque au vu du déroulement des choses. Zlatan a déjà disputé 130 matchs pour le Milan, marquant 84 buts, en plus qu'il a fait dans les autres clubs précités. Auteur de 15 buts en 17 matchs cette saison, Zlatan a fait part de son enthousiasme de poursuivre l'aventure au Milan, qu'il considère d'ailleurs comme sa maison. Le meilleur joueur de l'histoire de la Suède a aussi fait les éloges du staff technique et en à sa tête Stefano Pioli, dont il a salué la mentalité et son énergie qui transforme l'équipe. Après avoir longtemps fait la course en tête en Serie A, l'AC Milan perd sérieusement du pied en étant moins impeccable depuis janvier, mais reste en poule pour retrouver la Ligue des Champions. Il faut dire que la concurrence est rude. Le club rossonero va devoir vite se redresser après son couac inattendu à San Siro face à Sassuolo mardi 1-2. Il effectuera un déplacement périlleux à Rome lundi pour y défier la Lazio, dont l'orgueil vient d'être fouetté par le Napoli, qu'il a atomisé 5-2 et anéanti ses chances d'accrocher une place pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
C'est officiel, Séville remplace Bilbao tandis que Saint-Pétersbourg récupère les matchs de Dublin parmi les villes hôtes de l'Euro 2021 qui aura lieu cet été. Le vice-président de l'UEFA, Zbigniew Boniek, annonce que Bilbao et Dublin n'accueilleront pas l'Euro 2020 car elles ne pouvaient pas garantir un stade rempli à 27% comme le souhaitait l'instance. En revanche, Munich, qui était aussi en suspens, reste en lice comme Rome, Londres, Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague et Glasgow. Il y a des doutes sur la présence de public à Munich pour l'Euro. La fédération allemande et la mairie n'ont pas encore de formule viable. NBA, les Milwaukee Bucks se sont adjugés la victoire lors du duel au sommet de la conférence Est hier soir contre les Philadelphia 76ers 124-117. Les Lakers ont enregistré le retour d'Anthony Davis, absent depuis 9 semaines, mais ont chuté devant Dallas 110-115. L'intérieur a été limité à 17 minutes de temps de jeu pour 4 points et 4 rebonds pour les Mavs. Luka Doncic a frôlé le triple-double, 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Les Celtics ont fait chuter Phoenix Suns 99-86. Victoire également de New Orleans aux dépens du Magic 135-100, des Spurs sur les Pistons 106-91 et des Bulls sur les Hornets 108-91. Les Jeux olympiques d'été sont menacés face à la recrudescence du Covid-19. Le Japon décrète un nouvel état d'urgence à 3 mois de recevoir les plus grandes joutes sportives au monde. Les mesures de restriction sont de plus en plus sévères. Toutefois, le gouvernement japonais assure qu'il sera en mesure d'organiser les Jeux. Pour l'instant, le processus de vaccination avance à pas de tortue. Les Jeux seront possibles même sans vaccination, tente de rassurer le directeur général des JO de Tokyo, Toshiro Muto. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, juste avant de partir, un rappel des titres. Enlevé mardi soir ramantissant, les 2 employés de la Cour supérieure des comptes Normalis Paul et Mimose Benoît ont été libérés hier soir contre rançon. L'Église catholique a poursuivi ce vendredi ses mouvements de protestation en vue de forcer les ravisseurs à relâcher les otages. Sur les 10 personnes enlevées le 11 avril dernier, 4 ont été libérés, dont 3 hier jeudi. Hier jeudi 22 avril ramenait le 27e anniversaire du massacre de Raboto. L'occasion pour des proches et parents des victimes de dénoncer l'absence de volonté de la part du régime en place de rendre justice aux disparus. Une quinzaine de personnes avaient péri dans ce massacre. L'économiste Enomi Germain appelle le gouverneur de la BRH, Jean-Baden Dubois, à commanditer des études approfondies afin de déterminer si l'émission de billets de 5000 gourdes ne va pas avoir des effets pervers sur l'économie. Présentation officielle ce vendredi par le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation de son plan d'action annuel 2021-2022. Louis-Fritz Dormainville a fait état notamment de dispositions visant à améliorer la gouvernance et la qualité de l'éducation. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir et bon week-end.